Christophe Gibelin, merci de recevoir la Zone. Donc Merci. avant de rentrer dans le vif du sujet, donc le premier tome de Typhoon, on va parler un peu de vous. Donc, D'accord, chiche. comme je me suis un peu renseigné, donc vous avez fait des études de graphisme et de photographie. Oui, alors en fait j'ai commencé par les Beaux-Arts. J'ai même fini par les Beaux-Arts, parce que ça s'est limité à ça. J'avais fait, donc les Beaux-Arts c'est un cursus de 5 ans. Moi j'ai fait 2 premières années qui sont des écoles, enfin des années de base on va dire. Oui, on apprend un petit peu tout, les bases du dessin. Voilà. Donc ça j'avais fait ça, j'étais à Nîmes à l'époque. J'ai fait 2 ans à Nîmes, puis je suis parti à Angoulême parce que je voulais faire de la bande dessinée. Voilà. Donc au sein des Beaux-Arts d'Angoulême, il doit y avoir encore un atelier spécifique à la bande dessinée. Et là, comme à l'époque, j'hésitais entre une carrière de photographe et une carrière de dessinateur. J'avais une jambe en dessin et une jambe en photo. Et comme en dessin, en BD, c'était pas terriblement concluant, enfin, l'aspect et le fonctionnement de l'atelier en général, finalement, je m'étais retrouvé en photo. Donc du coup, j'ai travaillé la photo, puis j'ai eu le service national à faire. Et quand je suis revenu, j'avais abandonné la BD au sein de l'atelier. Mais le fait d'y avoir été m'a permis de rencontrer plein de dessinateurs. Et ce que j'avais découvert en arrivant à cet atelier, c'est que, contrairement à ce qu'on croit quand on est gamin, c'est-à-dire qu'on a la famille qui vous dit que vous êtes le meilleur dessinateur du monde, quand vous arrivez dans une école où il n'y a que des dessinateurs, vous apercevez que vous n'êtes pas le meilleur dessinateur du monde et qu'il y en a plein des meilleurs qui sont meilleurs que vous, quoi. Et donc j'ai trouvé plein de gens qui dessinaient mieux et plus vite que moi. Donc j'avais compris qu'il fallait que je fasse quelque chose si je voulais rentrer dans le métier. Et je me suis aperçu que tous ces excellents dessinateurs étaient loin d'être d'excellents scénaristes. Alors moi, ce qui m'intéressait dans le dessin, c'était pas forcément le dessin en soi, c'était le dessin pour raconter des histoires, parce que ce que je voulais, c'était raconter des histoires. Donc du coup, je suis devenu scénariste de pas mal d'étudiants, d'ex-étudiants en bande dessinée que j'avais rencontrés à Angoulême notamment. Et c'est comme ça que vos premiers albums, vous apparaissez C'est comme ça, scénariste voilà, et c'est non comme pas ça que je suis dans... rentré dans le métier en tant que scénariste. C'était Les Lumières de la Malvue, la première série que j'ai signée. Et le fait d'avoir des notions de dessin, ça crée des relations plus compliquées ou plus simples avec les dessinateurs? Alors, je crois que ça ne m'a jamais compliqué, parce qu'en fait, les dessinateurs ont des caractères assez trempés en général. Donc, s'il y a un scénariste qui s'imagine qu'il va être dessinateur par procuration, ce qui a peut-être été le cas pour moi-même, je pense qu'on se fait renvoyer dans les buts assez vite. Et donc, du coup, j'ai pas empiété sur le dessin des dessinateurs avec qui je travaillais. Par contre, j'ai fait ce métier pendant 15 ans, j'ai pas dessiné. J'ai arrêté de dessiner et j'ai été scénariste, mais pendant 15 ans, en fait, j'ai regardé comment dessinaient les dessinateurs qui dessinaient les histoires que je leur donnais. Et ce qui fait que quand j'ai repris les pinceaux au bout de 15 ans, je m'inquiétais parce que je me demandais si j'allais avoir, s'il allait rester quelque chose, quoi. En fait, c'est assez bien revenu. Bon, j'ai toujours été laborieux, donc c'est revenu laborieux, mais ça m'a pas surpris. Mais par contre, j'avais appris des choses en regardant bouger la main de ceux avec qui j'avais travaillé. Alors ça, c'était super. J'ai découvert ça, c'était une très très bonne surprise. Et quand on regarde vos premières séries, pas maintenant vos séries, il y a beaucoup de fantastique, de fantasy. Ouais. Et là, pour Typhoon, qui est votre premier BD tout seul, Pas tout à fait, pas parce tout qu'en à fait. fait, Les Ailes de Plomb, c'est la série précédente. Ouais. Donc il y a 7 albums dans la série. Oui, je crois bien. Et les 3 premiers sont dessinés par un autre dessinateur qui s'appelle Nicolas Barral. Et il s'est arrêté à la fin de la première saison. Et c'était une série qui parlait un peu d'aviation, réaliste. C'était du polar ou de l'espionnage, qui se passait dans les années 50. C'est une série qui me plaisait énormément à l'époque. Et je ne voulais pas qu'elle s'arrête. Donc du coup, quand le dessinateur s'est arrêté, j'ai repris les pinceaux. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à dessiner. Et donc, j'ai fait 4 albums seul sur cette série. Mais en m'appuyant sur le dessin, la charte graphique qui avait été établie par le précédent dessinateur. Et c'est d'avoir travaillé sur cet album qui vous a donné envie de continuer sur le réalisme, ou plus pour ne pas revenir dans l'univers en fait que vous maîtrisiez entre guillemets peut-être mieux? Ben, en fait, je pense que c'est avec l'âge qu'on change. Enfin, peut-être que je me trompe complètement, quoi. Mais quand on sort d'école, on n'a pas beaucoup de vécu, pas beaucoup d'expérience. Créer du fantastique, de la science-fiction, de l'heroic fantasy, c'est plus facile parce qu'on part de rien, on invente tout. Donc tout vient de soi, on peut créer un univers parfaitement cohérent
est totalement fictif. Petit à petit, en acquérant de la bouteille, on finit par avoir envie de se frotter, enfin c'est ce qui a été le cas pour moi, on finit par avoir envie de se frotter au concret, quoi, au quotidien. Et du coup, ça donne des histoires qui se penchent plus vers le récit au quotidien, le polar, ça peut se prendre cette forme-là, ou l'aventure, ou l'espionnage, comme j'avais fait avec les ailes de plomb, quoi. Ou le Vieux-Ferrand, c'était un polar rural parce que j'habitais près de la campagne. Donc voilà, on s'imprègne, on régurgite un peu ce qu'on rencontre au jour le jour, quoi. Alors, on va revenir maintenant sur Typhoon. Donc, l'histoire de base, c'est une histoire vraie, Ouais. que, à mon avis, très peu de personnes connaissent comme anecdote, vu qu'elle se passe En à France. Bruxelles. En Très France, peu. oui, en Ouais. France, on est très... On est très connaît pas tous. Et d'où vous êtes venu cette idée de vous inspirer justement de faits qui ne soient pas français, mais plutôt Alors, nos amis belges? nos voisins belges. En fait, tout est parti parce que, bon, j'ai cette, on va dire, finalement, je vais finir par dire la même chose que ma compagne, cette passion pour l'aviation, finalement, je vais reconnaître. J'ai beaucoup lu, et je continue à en lire beaucoup, de mémoires, d'autobiographies de pilotes. Et notamment de pilotes de la Deuxième Guerre mondiale, anglais ou américains ou français. Et belges. Du coup, il y a plus d'une quinzaine d'années, facile. Ah oui. J'avais lu les mémoires d'un pilote belge qui s'appelle Raymond Desmoulins et qui racontait, c'est la première fois que je lisais cette histoire de ce pilote qui avait mitraillé l'immeuble occupé par la Gestapo en plein Bruxelles. Et ça m'avait vraiment interpellé, quoi. C'est extraordinaire comme péripétie, quoi, comme décision, puis mener cette opération tout seul, et en plus en la réglant vraiment comme un militaire, c'est-à-dire vraiment dans les moindres détails, super bien fait. Et je m'étais dit, ça c'est une idée d'histoire, c'est extraordinaire. Mais bon, on va pas raconter en 46 pages, voilà, je prends mon avion, je vais mitrailler, je rentre. Ça n'a pas tellement d'intérêt. C'est fantastique à faire, c'est fantastique pour l'histoire. À lire, c'est époustouflant, mais à raconter et après en lire en fiction, ça n'a pas d'intérêt. Donc il fallait une histoire autour, quoi. Et ça, j'avais pas. Et puis j'avais plein d'autres choses à faire. Mais j'ai continué à lire des récits, j'ai continué à traverser des choses, des aventures. Et c'est il y a 2-3 ans, j'étais en dédicace, j'allais faire une dédicace à Bruxelles, et j'étais au café, j'attendais l'heure de la dédicace. Et en général, je dessine pas, moi je suis pas du tout le dessinateur qui croque comme ça, je suis le dessinateur qui écrit. J'écris des petits bouts d'histoire. Et là, j'ai vu sortir l'histoire de Typhoon, comme ça, au bout de mon crayon, qui les fait s'enfiler comme des perles, tout roulait très très bien. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, Typhoon, enfin, ça s'appelait pas Typhoon, je savais pas comment ça s'appelait. Je voyais nettement que cette histoire est en train de naître. Et donc, il y a 3 ans, le fil s'est déroulé, et après, bon, une fois que j'ai eu l'embryon, l'architecture générale, il m'a fallu travailler pour réellement constituer un scénario, intégrer des éléments supplémentaires, faire vivre les personnages, voilà. Et ça s'est créé à ce moment-là. Alors justement, comme il y a entre guillemets deux histoires qui se passent en Ouais. même temps, l'histoire du frère qui est à la RAF et qui devient pilote de chasse, Ouais. et le frère qui lui va rentrer dans la résistance, comment on se documente pour alimenter les deux et essayer de rendre cohérent ces deux histoires? Alors, bon, pour moi, c'était plus facile de me documenter pour le pilote, parce que c'est un milieu que je connais mieux. Puis ça faisait un petit moment que je pratiquais, puisque sur les autres séries, j'avais déjà pas mal collectionné. Et puis, bon, je connaissais les filières pour trouver de l'info. Donc là, j'ai pas mal récolté d'indications. Pour la résistance en Belgique, j'ai été très surpris parce que j'ai découvert, parce que je ne connaissais absolument pas ce qui s'était passé, j'ai découvert qu'elle avait été extrêmement présente, extrêmement active. Et donc, ben, c'est pas très sorcier. Bon, déjà, les sites sur Internet, ça c'est une source extraordinaire. Donc on trouve plein de récits, plein de témoignages. Même des témoignages, mon grand-père a fait ça. Et voilà, c'est des choses qui ressortent, quoi. Alors que sans Internet, ça se perdait. Ça, c'est vraiment un truc formidable. Et puis, bon, des bouquins, la littérature. Et c'est pareil, j'ai collationné plein d'infos, plein d'événements pour pouvoir alimenter, au sens alimenter au niveau pratique technique, quoi. Mais ce qui m'intéressait, le moteur, c'était pas, donc pareil, pas davantage que l'avion, les boulons, pas plus les résistances, les mitrailleuses et tout ça, mais plutôt l'expérience humaine et le vécu de ces deux frères
qui vont vivre quelque chose qui les lie hyper fort, sans qu'ils se voient. Enfin, presque, parce qu'il y a des surprises autour d'eux, mais sans qu'ils... Voilà, sans qu'au moins un des deux ait conscience de voir son autre frère. On va en faire, c'est même un trio, parce qu'il y a deux vrais frères, Ouais. et il y a l'ami le nouveau frère, pour le héros, qui est ce coéquipier, avec qui il va apprendre à piloter justement les Typhoons. On peut se poser la question, pourquoi le Typhoon? Parce qu'on voit des Spitfire partout dès qu'il s'agit de l'ARF. Ouais. C'était vraiment pour sortir ou parce que pour vraiment coller au sens historique où c'est l'avion qui arrive à ce moment-là C'est parti de l'avion. J'avais vraiment envie de faire quelque chose avec cet avion parce que c'est un avion que j'adore, que j'ai découvert il y a très longtemps et que je trouve super beau, même si effectivement il est un peu moche. Mais c'est peut-être ça qui me plaît. Et en fait, donc j'ai dit, oh, je mettrai cet avion en scène un jour, c'est vraiment une machine extraordinaire. Mais bon, je ne suis pas fanat des avions à ce point-là, donc ça ne m'intéresse pas de faire un bouquin avec un avion à toutes les pages et puis parler que de ça. Donc c'est pareil, il me fallait trouver une histoire. Donc, le jour où j'ai trouvé l'histoire des mitraillages de la Gestapo, c'était ça. Et donc pour coller à la réalité, bon, j'avais pas de problème, puisque c'était déjà d'emblée, c'était l'avion qui me motivait. Et après, effectivement, je trouve plus intéressant de traiter un sujet peu connu et peu vu. Même s'il y a des choses extraordinaires à faire avec des Spits, c'est pas un problème. Mais là, il y avait un petit côté original, quoi, en plus. Et travailler comme ça sur un avion qu'on connaît entre guillemets moins, ça demande plus de travail, surtout pour le dessiner, pour être coller le plus possible à la réalité. Oui, c'est vrai que du coup, la documentation est plus difficile à trouver. Le Spit, il y a profusion, quoi. C'est super facile quoi, de trouver de la doc sur le Spit. La doc sur le Typhoon, c'est vrai que c'est plus problématique. Ça demande beaucoup plus de temps. Et pas forcément plus d'argent, parce qu'il n'y a pas de bouquin publié pratiquement. Donc, on ne va pas se ruiner un papier, mais par contre, c'est du temps. Beaucoup de temps pour trouver peu. Et puis en plus, on n'est pas à l'abri de demain, il y a un super beau bouquin qui va sortir, par exemple. Quand on traite un sujet comme ça qui n'a pas encore été traité, c'est ça le truc. Il faut s'y attendre. Mais bon. C'est vrai qu'on commence à faire de l'originalité, entre guillemets. Ouais. Ça, et par rapport au temps par rapport à des planches quand vous comparez avec votre la série précédente, où il y avait encore aussi de l'aviation, et cette série-là, où là vous devez tout réaliser, le scénario et le dessin, le temps, vous pensez que ça va plus vite en faisant tout ou c'est beaucoup plus lent? Alors j'ai découvert que c'était pas du tout ça. Je croyais que ça allait être plus rentable, plus pratique oui, mais plus rapide parce qu'on est... Enfin, parce que quand j'étais soit scénariste, parce que j'ai eu les 3 casquettes, scénariste, coloriste et dessinateur, puisque quand le précédent dessinateur des Ailes de Plomb dessinait, il n'était pas du tout dessinateur d'avion, donc je lui faisais les avions sur des pages à part, qui correspondaient exactement au découpage, je les photocopiais en bleu, je les lui envoyais et il ancrait par-dessus, il les intégrait à son dessin. Donc je faisais les 3 casquettes et je m'étais dit, mais chaque fois que je change de casquette, il y a un temps d'adaptation. Quand j'arrête de faire du scénario, que je me mets à la couleur, avant que je me sois mis dans mes pinceaux, dans mes couleurs, il y a un moment qui est perdu. Et pareil, quand je reviens au scénario, il faut me remettre dans l'histoire, et donc je perds du temps. Si je fais tout moi-même, je vais passer d'un truc à l'autre, et j'aurai une seule latence entre le moment où j'ai fini mon histoire, où je commence mon dessin. Archi faux. On perd énormément de temps. Quand on est dessinateur, on revient pour réajuster le scénario, on est toujours en train de réajuster tout, et on perd encore plus de temps. Et en plus, quand on est scénariste, on fait les scénarios tout le temps. Quand on est dessinateur, on fait les dessins tout le temps. Quand on est scénariste, dessinateur, coloriste, on fait du scénario, puis on s'arrête pendant 1 an pour dessiner. On fait de la couleur pendant 1 mois. Bon, là, sauf que je fais les deux en même temps. Mais bon, on s'arrête à nouveau. Au bout de 1 an et 1 mois, il faut se remettre à écrire le scénario. Il faut se souvenir comment on fait. Il faut retrouver les personnages, puis il faut reprendre la gymnastique de l'écriture. Donc là, le temps de la tasse, il est encore plus grand. Et pareil, quand on se remet au dessin, alors qu'il y a des mois qu'on n'a pas dessiné, c'est super difficile de retrouver son trait, ses personnages, donc on perd énormément de temps à ce moment-là aussi. Donc je ne sais pas s'il y a une solution à ce problème-là. On fait en fonction du désir. Moi j'ai envie d'être autonome. Et donc pour être autonome, il faut tout faire. Et les 2 tomes au Typhoon, vous les avez fait dans la foulée ou vous avez quand même fait une rupture en... Alors c'est un peu particulier parce qu'en fait Typhoon au début c'était prévu pour être un one-shot. Et donc j'avais une histoire qui était très longue, enfin
très longue, et donc je l'avais un peu raccourci, enfin même pas mal raccourci, j'avais enlevé des éléments pour que ce soit un one-shot. Mais c'était un gros one-shot. Il faisait nettement plus de 46 pages. Et puis je me suis aperçu que enfin je savais, mais là c'était problématique, c'est-à-dire que je suis un dessinateur lent. Et donc en étant lent, un one-shot, ça représente une absence en librairie pendant autant de temps qu'il faut pour le faire, c'est-à-dire beaucoup plus long qu'un 46 pages. Et là ça devenait problématique parce qu'en même temps, la sortie en librairie c'est aussi une bouffée d'oxygène parce que ça veut dire qu'on va sortir de l'atelier. Et là ça devenait vraiment long. Et donc j'ai décidé que j'allais le couper en deux. Parce qu'en plus, j'ai décidé de le couper en deux quand je me suis arrivé à la page 45. Je me suis dit, ah oui, mais là, ça marche super bien comme coupure. Et si je réintègre tout ce que j'ai coupé à regret, j'ai encore en 46 pages à faire, avec beaucoup plus de subtilité que ce qu'aurait été le one-shot. Donc, non, le truc positif, c'est de vite appeler l'éditeur, et avant que ce soit trop tard et qu'on ait fait une boulette, de revenir à 2,46 et d'avoir deux bouquins avec deux facettes, parce que les deux bouquins ont une articulation bien particulière, qui n'est pas tout à fait la même. On découvre plein de choses au tome 2 qu'on n'avait pas deviné au tome 1, et puis donc on se retrouve avec un bouquin qui sort plus vite pour le lecteur, il n'y a pas besoin d'attendre, donc il n'y avait que des points positifs. Donc effectivement, là, l'histoire était écrite jusqu'à la fin, ou pratiquement, j'ai des réajustements à faire, là, mais c'est tout. L'histoire, je l'ai, il faut la découper. Donc ça, c'était fait, et j'ai que du dessin. Donc je me suis arrêté de dessiner il y a quelques mois, là, parce que maintenant c'est la promo, mais en fait, j'ai déjà repris le dessin du tome 2. Le tome 2 en dessin est déjà repris, il y a déjà des couleurs de fête et tout. Et par rapport au choix des couleurs, justement, qui sont... On pourrait s'attendre à des couleurs avec les avions, avec leurs couleurs un peu flashy, et on a plutôt des teintes très pâles, très grises, c'est du gris coloré, et plus proche du métallique de l'avion, justement. Oui, et puis, bon, jusqu'à maintenant, je faisais de la couleur classique. Même on me disait que j'avais une manière bien particulière d'avoir des couleurs très réalistes. Et là, il se trouve qu'au bout de pas mal d'albums comme ça, il me fallait prendre l'air un peu et changer. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, la couleur prenait presque le pas sur le dessin. Enfin, disons qu'elle était très présente. Bien qu'en même temps, j'essaie d'avoir un dessin au trait très classique. Donc les deux étaient souvent en concurrence. Pour mon œil en tout cas. Donc il me fallait prendre une décision. Et là, je voulais qu'on arrête de me dire « Ah ouais, tes couleurs sont chouettes ». Je voulais qu'on parle de mon dessin, quitte à me dire qu'il était moche, mais au moins qu'on me dise quelque chose, quoi. Donc, il faut, de la même manière qu'au niveau de l'histoire, j'ai fait une histoire dont l'armature est plus simple, de manière à avoir des cases plus grandes pour pouvoir dessiner des avions plus facilement que dans les précédentes séries. Dans la même optique, pour que le dessin puisse se développer plus facilement, qu'il soit plus aéré, qu'il se développe mieux, il me fallait faire des cases plus grandes, donc on se retrouvait dans le cas de l'avion, l'histoire plus simple, et ne pas le parasiter avec de la couleur. Alors, plutôt que de dire, bon ben je mets la couleur en veille et je me concentre sur le dessin, ça suffisait pas. Il fallait savoir quelle couleur il fallait faire pour qu'elle ne parasite pas le dessin, mais qu'en même temps, elle développe l'histoire. Parce qu'en fait, moi, ce que j'avais l'habitude de dire quand j'étais coloriste, c'était que je ne faisais pas de la couleur de dessinateur, mais de la couleur de coloriste, puisque j'étais de scénariste, puisque j'étais scénariste. Et c'est ce que j'aimais bien quand j'étais scénariste et coloriste, parce qu'en fait, je réintervenais sur mon scénario après que le dessinateur ait travaillé. Donc j'avais toujours la dernière main sur le truc. Et donc là, la manière de mettre en relief l'histoire et le dessin, c'était de faire une couleur, en fait, qui ressemble aux films de guerre des années 50, quoi. C'est-à-dire des films de guerre en noir et blanc. Et en fait, on se retrouve avec, bon, c'est du faux noir et blanc, puisque je teinte mes gris avec des couleurs. Quand j'ai besoin d'une couleur, je la mets. Et ça me permet d'avoir des scènes de couleurs différentes. Et une tonalité. En fait, c'est un peu comme le chef-op en cinéma, quoi. Le chef-op, il fait pas en sorte que les gens soient bien exposés ou sous-exposés. Il fait en sorte que l'ambiance d'une scène soit la bonne, au niveau de l'impact visuel et chromatique, quoi. Donc là, en couleur, c'est ça que j'ai fait. C'est-à-dire éclairer mes scènes de la manière dont je voulais qu'elles le soient. Ah,
quand on regarde un peu certaines planches, on a même parfois l'impression, quand les avions sont en premier plan, que les personnages derrière, avec justement cette colorisation, ont une teinte presque fantomatique et on voit les tenues, l'avion et le personnage un peu en filigrane. Ah oui, quand j'en ai pas besoin, quand c'est pas lui qui est l'indispensable dans la case, il est grisé pratiquement. Sauf que c'est un gris qui a une couleur, mais il peut avoir la même couleur que l'herbe. Il peut être parfaitement de la même couleur que l'herbe. Je sais quand j'avais travaillé, j'avais essayé de faire, enfin j'avais fait des couleurs, j'ai pas essayé, j'ai fait des couleurs, je dis essayé parce que ça a été rude. J'avais fait des couleurs pour Christian Rossi. Et moi, à l'époque, je faisais des couleurs très réalistes. Or, ce que lui voulait, c'était des couleurs d'un autre réaliste. C'est pas qu'elles sont pas réalistes. Mais par exemple, il peut très bien avoir un personnage jaune ou un ciel jaune et un personnage vert. Et c'est parfaitement cohérent quand on lit ses albums. Et j'en étais incapable. Donc j'avais beaucoup souffert pour faire ces couleurs-là. Moi, j'essayais de traduire en couleur réaliste ce que lui me demandait en couleur de son registre. Et c'était un casse-tête. Là, c'est pas une question de pinceau, c'était vraiment une question de... C'était du cérébral, quoi. Arriver à traduire ça, et ça avait été vraiment difficile, quoi. Et en fait, je pense que c'est une conséquence. Les couleurs de Typhoon sont une conséquence des couleurs que j'avais fait sur le Capitaine Nagui Ball il y a 10 ans. Ça ressort. Alors à la fin du premier tome, il y a un cahier graphique. Ouais. Et alors qu'on pourrait s'attendre à avoir des graphismes d'avion, oui. c'est les personnages qui sont mis en valeur. Ouais, je crois que je me venge en fait. Je me venge parce que on me dit que les avions sont super bien dessinés, mais que les personnages sont moches. Donc en gros, je vous en mets une couche de plus, quoi. Voilà. S'ils sont moches, ben, vous allez en manger. Donc, non, mais c'est vrai que je suis moins à l'aise sur les personnages que sur les avions, ça ne fait pas de doute. Mais en même temps, ce qui m'amuse le plus à dessiner, c'est les personnages, quoi. Parce qu'effectivement, j'en bave beaucoup plus sur les persos que sur les avions. Et c'est là qu'est l'intérêt. Surtout que c'est une histoire très forte. En plus, derrière l'avion, il y a quand même ces relations de fraternité, d'amour, entre plein de types d'amour différents. Et c'est ça qui est le moteur de l'histoire, quoi. C'est pas le moteur du Typhoon, quoi. Il pèse lourd, mais c'est pas lui qui mène l'histoire, quoi. Donc là, vous êtes sur les 2 tomes de Typhoon. Vous avez déjà prévu l'après Typhoon? Vous allez rester dans l'aviation ou pour l'instant tout est possible. Tout est possible. Il peut y avoir... j'ai une histoire que j'ai mis en sommeil pour faire Typhoon, où il y a peu d'avions, enfin il n'y a pas d'avions pratiquement, il y a des planeurs civils, une histoire. C'est une histoire on va dire d'espionnage, mais par la petite lorgnette, un peu comme par le petit bout de la lorgnette, un peu comme pour les ailes de plomb, mais vraiment réduit à un échange de personnages. Donc là, c'est pas une histoire d'aviation. Et puis, il y a un roman que j'aimerais bien adapter. Bon, ça, je sais pas si c'est possible. Et là, il n'y a pas du tout d'avion. C'est réglé. Et puis, dans l'esprit de Typhoon, il y a plein de possibilités. Il y a la possibilité de faire une histoire, par exemple. Moi, j'ai en tête avec des personnages... C'était ces pilotes de planeurs de la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient des pilotes de l'armée de terre, qui étaient qui étaient prélevés sur le contingent du Fantassin, qui étaient chargés, d'en plus de savoir, de devoir utiliser les armes du Fantassin, devoir en plus piloter une machine sans moteur, la faire se poser vraiment au cœur de l'action, à l'endroit le plus dangereux, et aussitôt les commandes lâchées, prendre le fusil et faire le coup de feu avec les camarades qui étaient assis à l'arrière. Et une fois que c'était fait, dès que la voie de retraite était possible, filer à l'arrière pour reprendre place dans notre planeur et être prêt à refaire une mission pour repartir en avant. Et donc ça, ces personnages-là, je les trouve vraiment remarquables, quoi. Et donc là, il y a un petit peu comme Typhoon, ça tourne, ça trotte, on va voir si ça sort. Peut-être en 10 ans, j'espère avant, quoi. Et maintenant que vous avez goûté à tout, on va dire, faire les albums tout seul, vous pourriez revenir en étant que scénariste ou que dessinateur? Ouais, c'est possible. Donc que dessinateur, j'ai tenté l'aventure, on peut dire que ça ne va pas le faire, donc je crois que je vais m'abstenir. Mais scénariste, oui, ça me dirait de recommencer. Ouais. Pas pour être scénariste comme je l'étais, c'est-à-dire avec plusieurs séries, parce que je ne suis pas du genre à avoir une histoire écrite, j'adore nos dessinateurs, je t'en sers 5,
Et dans un an, ça m'intéresse pas du tout. J'aime être sur le coup, quoi. C'est-à-dire que quand j'étais scénariste, je ne donnais pas tout l'album une seule fois. Je donnais le synopsis pour que le dessinateur, à chaque fois, il s'attend, quoi. Mais les découpages, je les faisais au fur et à mesure. Parce que je les influence, enfin, je les faisais en suivant l'influence que portait le dessinateur. C'est-à-dire que il y a une série qui s'appelle, donc j'en ai parlé tout à l'heure, Le Vieux Ferrand. C'est une série, c'est un trio, 3 albums, une trilogie. J'avais tout écrit pratiquement. Et en fait, les personnages qui mènent l'enquête dans l'histoire telle qu'elle est dessinée, ce ne sont pas les personnages qui étaient censés la mener dans le synopsis que j'avais donné au dessinateur. C'est-à-dire qu'il a dessiné des personnages secondaires de manière beaucoup plus vivante que ce que on s'y attendait, parce que c'était des personnages secondaires. Et les personnages principaux étaient bien, mais ils ne valaient pas les personnages secondaires. Donc en voyant ça, j'ai tout réécrit au fur et à mesure, et l'histoire a été entièrement différente de celle que j'avais prévue, même dans son récit, puisqu'à la fin, la conclusion ne s'amène pas du tout de la même manière. Et c'était beaucoup plus amusant pour moi en tant que scénariste d'exploiter cette voie-là plutôt que d'avoir livré une histoire clé en main et de la voir arriver au jour le jour en fonction du travail du dessinateur. Je trouve ça beaucoup plus vivant. Et donc, pour faire ça, il faut être disponible. Parce que sinon, ça m'est arrivé aussi de mélanger les personnages entre les différentes séries. Voilà. Donc, on reçoit des coups de téléphone du dessinateur en disant mais qu'est-ce qui se passe, il n'était pas là à la page d'avant, c'est ici qui arrive. Donc, voilà, il faut être dispo, donc je ne peux pas prendre plein de scénarios tout en continuant un travail de dessinateur, scénariste, coloriste. Donc ça serait un scénario en plus peut-être, ou quelque chose comme ça, quoi. Mais pas davantage. Et il y a un dessinateur avec qui vous aimeriez travailler actuellement J'ai pas pensé à un dessinateur pour l'instant. Bon là il y en a un qui m'a sollicité, bon ça c'est une chose, mais non, j'avoue que je commence par l'histoire. Après on verra.